Une question posée aujourd'hui sur Horizon Culture, faut-il désacraliser les masques et les mettre au profit de l'économie de la culture pour qu'ils soient beaucoup plus fréquents sur le terrain de la culture? C'est à cette interrogation que nous allons répondre aujourd'hui avec l'aide bien sûr de Marcel Zounon. On suit d'abord ce reportage de Jennifer Sativi, voilà, qui nous a recueilli l'avis de quelques acteurs. Eh bien, on suit et on revient dans un instant. De tout temps, les masques ont fait partie intégrante de la tradition béninoise. Ces œuvres d'art pittoresques sont parfois utilisées à d'autres fins, mais avant tout, ce sont des objets de culte. Il y a des familles, des collectivités qui adorent les masques et qui ont un couvent de masques. Et là, ça devient une divinité que ceux-là adorent. Donc, le respect dû à un vaudou lui est dû aussi, nécessairement, parce que ça fait partie d'une réalité traditionnelle. Que ce soit le guélédé, que ce soit le egungun, que ce soit les enquêteurs, chaque entité a sa manière particulière de fonctionner, que ce soit lié à la religion, que ce soit lié à des fêtes païennes, à des fêtes populaires. Eh bien, chacun essaie tout simplement de montrer l'importance et la caractérisation de ces coutumes-là à l'intérieur du grand ensemble. Les masques ne font donc pas objet de simple fantaisie pour leurs adeptes. Au-delà du caractère sacré, c'est également un moyen d'expression. Le masque, ça vous donne une autre apparence. Ça vous permet de vous cacher derrière votre propre identité. Et à partir de là, vous pouvez articuler des réflexions, vous pouvez parler à des gens, vous pouvez intercéder en faveur d'une personne, d'une communauté, d'un clan, d'un pays, etc., etc. Il y a d'autres vaudous qui rentrent dans les masques carrément, parce que vous n'aurez pas l'apparence pour savoir si c'est un être, si c'est un esprit, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas distinguer. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de vaudous qui rentrent dans le masque. Faut-il désacraliser les masques de couvent et les rendre plus accessibles afin de mieux les promouvoir? Ce serait une erreur à en croire les acteurs. Les masques africains ne sont intéressants que lorsqu'on les replace dans leur contexte. Si vous prenez un masque et que vous l'isolez de son contexte, eh bien, il ne vous dira absolument rien. On ne peut pas sortir les masques du couvent pour les laisser à la portée de tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de masques récréatifs. En ce moment, il n'y a pas d'accoutrement, c'est visible. La personne veut se cacher pour faire plaisir à un public. Mais le problème des divinités, c'est un problème sacré pour nous, Africains que nous sommes. En dehors du Bénin, les masques interviennent dans la culture de bien d'autres pays en Afrique. On les retrouve également en Haïti, au Brésil, mais aussi en Inde. En plateau, on retrouve Marcel Zounon, le directeur de l'ensemble artistique national du Bénin. Il est également promoteur de Feridama, un festival international des masques qui a eu lieu tout dernièrement au Bénin au mois de décembre. Bonsoir directeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de toujours compter avec nous. Vraiment. Alors, parlant des masques, vous savez, il n'y a pas beaucoup qui soient compétents pour pouvoir en parler. Donc, on a pris tout notre temps pour pouvoir vous avoir disponible sur ce plateau. Merci une fois encore. Mais alors, quelqu'un me disait hier, M. Marcel Zounon, que les masques, nous en avons sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est vrai? Non, pas vraiment, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les sociétés de masques sont en train d'être mobiles. On en trouve à Nati, on en trouve à Parakou, pourquoi pas dans certaines villes également. Quels sont ces masques-là qui se retrouvent dans ces zones-là? Oui, vous aurez les masques Zangbeto, vous avez les masques Egungun, oui, bien sûr. Vous avez les masques Egungun, mais il faut dire que les sociétés de masques en général sont plus implantées dans la partie méridionale du Bénin
Et au nombre de ces sociétés, on trouve des sociétés de masse de fibres. Le Zangweto, par exemple, c'est constitué de fibres. Vous avez des sociétés de masques de tissus, notamment presque tous les masques qui nous sont venus de l'extérieur, à savoir le masque Gungun, le masque Gelede, le masque Gunuko, le masque Abiku, etc. Et y compris même les masques aboriens qui nous sont venus du Brésil. Les 4 premiers nous sont arrivés du Nigeria. Les masques aboriens sont venus du Brésil. Et bien entendu, le masque qui fait la fierté du Bénin et qui est une divinité, en même temps un masque, en même temps une croyance, en même temps une religion, c'est le masque Zangweto. C'est ça qui est du Bénin. Du Bénin, d'une invention propre des Béninois et qui fait la fierté de notre pays. Parce qu'avec cette tour des dédoublements, c'est un masque qui est prisé dans un grand festival qu'on appelle Festima, qui a lieu tous les 2 ans à Dédougou, au Burkina Faso. Et quand ils ont le festival de masques et il n'y a pas Zangweto, c'est qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc c'est pour vous dire que les sociétés de masques ont un caractère vraiment sacré et en même temps festif pour d'autres. Et en même temps, ils détiennent pas mal de fonctions que l'on peut exhiber, à savoir les fonctions de médiation, parce que les sociétés de masques, comme vous le savez, quand il y a des problèmes au niveau de la communauté, ils viennent pour aider à régler ces problèmes. Les fonctions de communication ou avec les gons, les tambours et autres, et même au cours des sorties de ces masques, ils essayent de sensibiliser la communauté sur des questions diverses, entre autres les questions liées à la santé, les questions liées à une information que l'on veut faire passer, etc., etc. Et il y a des fonctions de règlement de conflits, et qu'ils vous souviennent aussi que dans la société traditionnelle, ces différents masques sont intervenus pour aider les communautés à s'entendre. Et quand vous interrogez les masques Egungun, lorsqu'il y a des difficultés dans la communauté et que ces masques sortent, ils arrivent à mettre ensemble les protagonistes et à régler le problème de manière vraiment professionnel. Là, on n'entend plus parler. Et quand vous prenez le masque Zangweto, qui est un masque d'invention béninoise, et à l'origine, ce masque aidait à régler les problèmes, était le justicier au moment où l'administration coloniale n'était pas implantée. C'est ce masque-là qui réglait ces problèmes. Et chemin faisant, il a pris également le rôle de gardien de la nuit, le rôle de gardien de la communauté. Et ceci, ça s'est fait remarquer sérieusement dans Porto Novo et environ, avant que le masque Zangweto ne migre vers les autres villes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et ce qui fait la particularité, c'est au moins le masque Pakliao, qui est un masque atypique dont il n'y a pas de copie, qu'on retrouve qu'à Vassa, c'est-à-dire à Porto Novo, l'origine des masques Zangweto, quand bien même c'est parti d'Alada et ça a suivi le cours du fleuve Ouémé jusqu'à Porto Novo. Et aujourd'hui, on appelle ça Pakliao. Pakliao. Donc c'est un masque qui n'a pas de copie. Et quand à Porto Novo, il y a un problème et que Pakliao sort, le problème est réglé. Est-ce qu'on a eu Pakliao dans le reportage là? Non, pas du tout. Là, peut-être, vous allez nous aider à avoir les images de Pakliao prochainement. Absolument. Donc, c'est pour vous dire que en dehors du masque Pakliao, dans le Zangweto, nous avons les masques Lugu-Lugu qui font les tours et qui font rire. Et il y a ces masques aussi dont le principe actif permet tout simplement de pouvoir faire des dédoublements, parce qu'il n'est pas rare de voir dans la société des masques Zangweto que le masque se dédouble en objet, en animal vivant, en tout ce que vous voulez. C'est ce qui fait la fierté de notre pays par rapport à cette conception-là. Oui, alors, monsieur Marcel Zounon, dites-nous, aujourd'hui, on voit ces masques-là, à part les rôles sociaux que vous avez eu donc à énumérer,
il n'y a que ces masques-là sont également au service de l'art, du culturel. Oui. Et on se demande est-ce qu'il faut carrément les désacraliser pour permettre à l'économie de la culture aussi de fonctionner, de les utiliser comme ressources, matières premières en réalité. Non, mais je comprends, votre question est pertinente. D'abord, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le masque a sa fonction régalienne, c'est-à-dire porteur de connaissances, porteur de spiritualisme pour ceux qui y croient. Et le volet vraiment culturel est à préserver. Maintenant, je sais que dans toute la religion vaudou, il y a le volet culturel qui est gardé par les gardiens du temple et il y a le volet culturel qui permet d'exhiber les chants, les danses, la musique, les panégyriques et même les accoutrements, les différents vêtements que les masques portent. Et il est très important pour nous, même si le masque doit contribuer, les sociétés de masques doivent contribuer au rayonnement d'un pays en apportant peut-être la plus-value, en enrichissant le produit intérieur brut. Il faut le garder dans son milieu ambiant. Quand vous prenez l'exemple du masque à Bikou, dont le rôle principal, c'est de préserver la vie, le masque à Bikou ne peut pas sortir des forêts sacrées où on les voit pour les porter sur une scène. Ce n'est pas possible. Et nous, en tant qu'hommes de culture, en tant que aussi un peu gardien de la tradition, nous sommes totalement en phase avec la théorie qui dit qu'il faut, on ne peut pas tout désacraliser. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, il y en a qu'on peut désacraliser, mais d'autres non, carrément. Non. Et quand on voit à l'origine le masque à Bourrian s'exprimer, aujourd'hui, que ce soit Papaye, Mamaï, que ce soit tous ces masques qui représentent Digenta, tout ça, il faut progressivement y aller. Mais le masque Zangbetor, par rapport au tout des dédoublements, on ne peut pas parce que c'est ça qui fait la quintessence même de la structure et qui préserve. Il faut qu'on trouve le juste milieu. Il faut qu'on trouve le juste milieu. On peut avoir les Zangbetor Lougou, on peut désacraliser peut-être Lougou, mais jamais le masque Zangbetor porteur de rituels, porteur des secrets qui permettent de valoriser ce pan de notre patrimoine. On aura le temps de venir et d'organiser carrément un forum de 52 minutes sur les masques. Voilà, avec plaisir. Et aller beaucoup plus en détail. Beaucoup plus en détail, et décortiquer toutes les sociétés une à une et montrer leur importance pour le développement de notre pays. Merci beaucoup à vous, M. Marcel Zounou, d'être venu sur ce plateau. Nadège Sani, de l'autre côté de la rédaction de BB24 pour le journal. Il est 19h45 exactement. À vous, Nadège. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Entre l'essence de contrebande et le carburant dans les stations-service, le choix est vite fait. Pour le commun des Béninois, le coût reste le critère déterminant. Très peu optent pour la qualité du produit disponible dans les stations-service. Baisse des revenus des commerçants au marché d'Antokpa après les fêtes. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Plus de précisions dans cette édition. Plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau dénombrées dans le parc Djoudj au Sénégal. Ce dénombrement confirme que le parc se maintient au niveau de sa diversité et de la population d'oiseaux. Rares sont les Béninois qui vont se servir dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant. Le coût reste l'un des facteurs déterminants du choix du carburant, de l'informel ou du formel. Quel avantage éprouve-t-on à s'approvisionner en carburant à la pompe ou aux abords des voies publiques? Ce reportage est signé Benol Djogbe, Patrick Adjagoudjou. 350 francs CFA contre 475 francs CFA.
c'est respectivement le prix de l'essence frelatée, dite paillot, aux abords des voies, et le prix à la pompe. Ici, à Maro Militaire, au niveau de cette station-service, le choix serait fonction de la qualité du produit. Si nous prenons le volet essence, prendre de l'essence à la station, déjà, c'est avoir de l'essence de qualité et respecter l'indice d'octane en matière de carburant. On vient nous approvisionner ici parce qu'on estime que le carburant qu'on prend ici est de bonne qualité, qui donne aussi une longue vie au moteur. Ça évite d'avoir beaucoup de pannes. Des pannes dues à l'utilisation de l'essence frelatée, dite paillot. Des motocyclistes en payent souvent les frais. Les mécaniciens sont unanimes sur le fait. L'essence de contrebande réduirait la durée de vie des moteurs. On a dit l'essence à l'étoile, et on le déchet. Et on le déchet, bon sinon support mais station du côté et on do avantage bon quelqu'un y a deux problèmes bon quelqu'un le gandi quand même bon quelqu'un le gandi. Et pourtant, l'essence paillot, c'est le choix de la plupart des Béninois. Si aujourd'hui l'État décide de diminuer le prix des carburants au niveau de la station et il y a une différence par rapport à ceux des frélatés, nous sommes obligés de courir vers là où c'est moins cher. Même si c'est une différence de 25 francs, je préfère aller là où c'est moins cher. Donc, compte tenu de moyens, surtout les conducteurs de ZEM, ça, on cherche ce qui est abordable. C'est tout le monde. On cherche ce qui est abordable quand même. Le prix de l'essence à la pompe est établi en fonction des fluctuations du dollar et du prix du baril de pétrole à l'international. Entre station-service et essence dite paillot, difficile de se prononcer sur la qualité. Seul le consommateur est maître de son choix. Le marché d'Antokpa, le plus grand marché du Bénin, connaît une baisse de chiffre d'affaires après les fêtes. Les commerçants se plaignent de la mévente qui règne dans ce lieu commercial. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. C'est au micro de Benol Djogwe et Lazare Migan. Marché d'Antokpa, 2 semaines après les fêtes de fin d'année, l'ambiance est plutôt morose. Les activités reprennent timidement leur cours. Je suis venu au marché faire un peu d'emplette, mais je constate que le marché est tellement fade, il n'y a rien. Après les fêtes, rien ne marche, tout est calme. Bon. On prie que les activités puissent marcher et qu'ils puissent faire un tour pour pouvoir s'approvisionner. Avant la fête, au fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de mouvements. Mais après la fête, ça s'est baissé un tout petit peu. C'est les vivres que les gens viennent acheter actuellement maintenant, les vivres. Bon, parce qu'avant la fête, ils ont déjà acheté des choses pour pouvoir revendre. Mais actuellement, maintenant, c'est les vivres qui viennent acheter. Les lieux de vente sont dépourvus de clients. Les visages crispés, c'est la désolation totale. Cette année, on n'a pas vendu. On ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'à Tokpa avant, on vendait. Maintenant, c'est le contraire. Regardez vous-même la fluidité de la circulation dans ce marché. Pas d'affluence, les rues sont presque désertes. Avant là, même après les fêtes là, on vendait bien. On vendait bien, oui. Surtout dans le mois de janvier là, on vendait bien avant. Cette année là, vraiment, même depuis l'année passée, ça a commencé depuis l'année passée. Après les fêtes là, c'est fini, tout est devenu calme. Les clients viennent à compte-gouttes. Donc on est là, on les attend. On ne comprend pas les raisons de cette mévente. Les commerçants ne vendent pas. La voie qui mène vers le marché est dégradée. Il faut qu'ils nous aident à l'aménager. Les étrangers viennent aussi visiter le marché, ceux qui ne nous en ont pas. S'il est vrai que les activités semblent tourner au ralenti en ce mois de janvier, les commerçantes et commerçants espèrent toujours le retour des clients.
Et ce sera pour très bientôt le retour des clients. En Tanzanie, la construction de la centrale hydroélectrique de Rufiji, située au cœur de la réserve naturelle de Solus Game, débutera en juillet 2019. Le projet sera achevé en 36 mois et la centrale sera opérationnelle d'ici 2022. Les compagnies en charge des travaux de construction ont 6 mois pour mobiliser le financement nécessaire au projet. Le coût de la mise en place de l'infrastructure est estimé à 2,9 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA pour une capacité de 2100 mégawatts. Les travaux de dénombrement des oiseaux d'eau au parc d'Oudj au Sénégal sont concluants. D'après les agents recenseurs, une population d'environ 640 000 oiseaux vit en permanence dans le parc. Reportage. À l'aube, les agents du parc du Djoudj, ornithologues volontaires à bord d'embarcations, ont procédé au dénombrement des oiseaux d'eau. Un exercice international qui se déroule sur l'ensemble des zones humides de façon simultanée. En attendant les résultats globaux, les premières tendances sont rassurantes. Nous avons dénombré plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau et le chiffre qu'on a provisoire, il y a un autre site dont les données ne nous sont pas encore parvenues. Nous sommes autour de 644 500 et quelques individus pour une population. Donc si on compare ça par rapport aux chiffres antérieurs, je peux dire que le Djoudj se maintient tant au niveau de sa diversité qu'au niveau de la quantité des populations d'oiseaux qui y séjournent. Les résultats de l'année dernière ont montré que la zone nord concentre plus de la moitié des effectifs, dont 80% se trouvent dans le parc. Ce dernier est devenu un refuge d'oiseaux menacés de disparition, dont la grue couronnée, parrain de cette édition. La grue couronnée, c'est une espèce qu'on appelle Djambou Diop, qui, au niveau mondial, a un statut critique, mais au niveau du Djoudj, si on le relativise, le statut est satisfaisant. En dépit des efforts consentis pour la conservation de ce troisième parc ornithologique mondial, des menaces subsistent. Aujourd'hui, tout le parc est cerné et on sait qu'avec ce front, non seulement c'est tout l'habitat qui est transformé, mais aussi il y a les eaux résiduelles donc, qui peuvent constituer une contamination pour le parc. Donc tout cela constitue des menaces. Les autorités étatiques se démènent pour trouver des solutions pour que le parc continue à cohabiter avec les champs rizicoles sans risque majeur. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Retrouvez Ulvaeus Balogun demain à 12h45. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Je peux déjà vous dire bonne soirée et puis pourquoi pas à la prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve ou le week-end, vous serez là avec les téléspectateurs. Bien sûr, Asiom, à la semaine prochaine. Donc. À la semaine prochaine, donc merci à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est avec vous, chers téléspectateurs. Nous allons tout simplement rappeler la météo, ne l'oubliez pas. Mais avant la météo, la question de la semaine, que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? C'est la question de la semaine. Réponse en commentaire sur la page Facebook de Bénin Business 24. Page Facebook Bénin Business 24 pour donc répondre. La question est déjà publiée sur cette page. Vous allez tout simplement envoyer votre réponse en commentaire et commentaire qu'on aura le temps donc de répercuter à l'écran déjà demain sur la rubrique ActuWeb. Avant de partir, la météo à présent.
Allez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'avoir partagé ce moment de télévision avec vous. C'était le grand rendez-vous numéro 4 de cette semaine. Si vous êtes à table, donc bon appétit à vous. Sinon, on peut vous dire bonne digestion ou carrément bonne soirée et toujours en compagnie des programmes de Bénin Business 24, BB24. À demain 19h pour un autre numéro. Ciao, ciao.